Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h11. Stéphane Troussel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Rapidement, un peu de géographie. La Seine-Saint-Denis, combien d'habitants ? 1 650 000. 1 650 000. Grand département ou pas très grand ? Oui, grand département, 40 communes, Oui. étendu, très dense, très urbanisé, très dense, Oui. au nord-est de Paris. Donc oui, un grand département. Oui, un beau département. Et aujourd'hui, qui accueille de très nombreuses entreprises. Combien d'entreprises à peu près ? La Seine-Saint-Denis, c'est le département, par exemple en 2022, qui a été le plus créateur d'entreprises après Paris. C'est le après Paris. Après Paris. Chaque année, depuis maintenant plusieurs années, on est dans le top 5, dans le top 10 des créations d'entreprises. C'est le 3e contributeur au niveau national à la TVA. Et en 20 ans, l'emploi, malgré une forte désindustrialisation dans les années 80-90, eh bien ces 20 dernières années, l'emploi a bondi de 30% en Seine-Saint-Denis. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a toujours un taux de chômage très élevé, parce que bien souvent, la nature des emplois créés ne correspond pas à la qualification des hommes et des femmes qui y vivent. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un enjeu majeur sur l'éducation, la formation, la qualification. Taux d'emploi encore élevé, malgré la baisse du chômage. Et malgré l'installation de très nombreuses entreprises en Seine-Saint-Denis qui donc n'emploient pas sur le territoire. Déjà, il faut remarquer que dans l'ensemble du pays, le taux de chômage des jeunes est plus élevé que la moyenne nationale. Et quand on est dans un département très jeune comme la Seine-Saint-Denis, jeune, même le plus jeune de la France métropolitaine, eh bien, cette question du taux de chômage est impactée par la difficulté d'un certain nombre de jeunes à trouver des emplois, parce qu'il faut le dire, il y a des niveaux de qualification qui ne sont pas suffisamment élevés par rapport aux emplois créés sur le territoire. Une évaluation des dégâts des émeutes en Seine-Saint-Denis uniquement. Non, j'ai pas le chiffre. C'est difficile, parce que entre les bâtiments publics, la voirie, les bus, les commerces, c'est difficile de faire une évaluation. Mais c'est des dégâts importants, il faut pas le dire. C'est un des départements qui a été le plus touché. En tout cas, il a été touché comme d'autres. Mais il a été touché, oui. Il a été même sérieusement touché. Et le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, invité hier de France Inter, a estimé que le premier employeur de Saint-Denis, c'était probablement le trafic de drogue. Alors, il s'est excusé, je crois. Il vous a même appelé. Il a tenté de m'appeler. Il a tenté de vous appeler. Mais que lui répondez-vous ce matin sur Sud Radio ? C'est irresponsable, c'est indigne, et surtout ce sont des propos faux et stigmatisants. Stigmatisants parce que le trafic de drogue, le trafic de stupéfiants en Seine-Saint-Denis, comme malheureusement dans beaucoup de départements, territoires urbanisés, dans des métropoles, mais même on voit ces derniers mois, compte tenu de l'échec de la politique de lutte contre les stupéfiants dans notre pays, s'étendre à des villes moyennes. Il faut dire que le trafic de drogue, c'est d'abord les habitants de ces quartiers qui en subissent les conséquences nuisibles chaque jour, parce que c'est de l'insécurité, c'est de l'occupation des halls d'immeubles, c'est de la violence. Donc c'est d'abord les habitants de ces quartiers qui en subissent les nuisances. Et donc il faut et puis contrairement au fantasme qu'a véhiculé Geoffroy Roux de Bézieux, le trafic de stupéfiants, l'économie de la drogue, c'est une économie très libérale. Et donc, il y a quelques têtes de réseau qui gagnent certainement beaucoup d'argent, mais ça ne ruisselle pas, comme dans toute économie libérale. Donc ce fantasme des territoires qui vivraient grâce à l'économie de la drogue, c'est mal connaître la réalité. Alors, c'est vrai qu'il y a une suite à ses propos. Il n'a pas dit que ça, et il a valorisé la Seine-Saint-Denis en disant que de nombreuses entreprises, effectivement, travaillaient, s'étaient installées et travaillaient en Seine-Saint-Denis. Mais vous vous rendez compte, quand on est le patron des patrons, qu'on a la chance comme lui de faire une des matinales les plus écoutées de France, qu'on se laisse aller à un propos de comptoir sur une station de grande écoute, c'est pas digne parce qu'en plus il est censé savoir, il siège avec moi au conseil d'administration du comité d'organisation des Jeux Olympiques, il sait ce qui se passe actuellement, il sait les chiffres que je vous ai donnés, il connaît des chefs d'entreprise pourtant qui ont fait le choix de la Seine-Saint-Denis, sont mobilisés. Moi, depuis hier matin, j'ai reçu plein d'appels de chefs d'entreprise. Il anéantit en quelques secondes, quelques minutes,
minutes, tous les efforts que nous développons depuis des années pour transformer ce territoire, pour accélérer sa mutation, pour développer des transports collectifs, pour changer le regard et l'attractivité de ce territoire, pour développer l'économie de ce territoire, c'est vraiment indigne. Alors, Stéphane Troussel, vous êtes très engagé, évidemment, et votre département l'est, vous êtes très engagé dans l'organisation des Jeux Olympiques de 2024, dans toutes les conversations. Arrive le sujet, après les émeutes qui se sont produites la semaine dernière, j'entends, et vous entendez comme moi, les uns et les autres dire... Ah, mais ça va être dramatique, les Jeux Olympiques de 2024, comment va-t-on assurer la sécurité? Et l'embrasement que nous avons vécu là va peut-être se produire en 2024. Comment allons-nous faire? Alors, Stéphane Troussel. Bon, est-ce qu'on pourrait déjà revenir un tout petit peu à ce qui s'est passé et remettre les choses dans l'ordre? S'il y a eu des graves incidents, des exactions, des violences, des dégradations, que j'ai condamnées fermement, parce que on résout rien par la violence. Et vous étiez un partisan de l'appel au calme, vous? Bien sûr, de l'appel au calme, de l'apaisement. Non, je dis ça, vous avez compris pourquoi je dis ça. Bien sûr, parce que je sais aussi qui est victime d'abord des dégradations et des violences. C'est la mère de famille qui n'a pas pu déposer son enfant, qu'elle élève seule, à la crèche départementale que j'ai dû fermer. C'est le salarié qui n'a pas pu prendre le bus, qui a été incendié dans un dépôt à Aubervilliers. C'est le demandeur de logement qui n'a pas pu se rendre à la mairie de l'île Saint-Denis parce que elle a été incendiée. Donc il faut condamner absolument ces violences et ces dégradations. Mais remettons les choses dans l'ordre. Parce qu'on fait comme si là, depuis quelques jours, on avait oublié. Mais il y a un jeune homme de 17 ans qui est mort, qui a été tué par un policier. Et donc, y compris, ça a fait l'objet d'une vidéo qui a permis de révéler ce drame tragique. Donc arrêtons de tout mélanger. Notre pays a connu la crise des Gilets jaunes, notre pays a connu les grandes manifestations contre les retraites, ça n'a pas empêché les touristes, les visiteurs et les spectateurs des JO de se ruer sur la billetterie qui a été lancée. La différence avec les Gilets jaunes ou avec les manifestations contre les retraites, c'est que là, il y a eu effectivement cette émotion, et il y a eu ce rassemblement et cette colère après la mort de Naël, mais il y a eu autre chose. Il y a eu une délinquance pure et dure, une délinquance et une volonté de défier l'autorité de l'État et de détruire tous les symboles de l'État. Or, donc, imaginons que l'année prochaine, il y ait cette même volonté de détruire de défier l'autorité et de détruire les symboles de l'État. Monsieur Bourdin, je répète, est-ce que quand les Gilets jaunes se sont attaqués, par exemple, à l'Arc de Triomphe, est-ce que c'était pas un symbole de l'État et des institutions de ce pays, de l'histoire, de la nation qui a été... Mais ce risque... Est-ce que ça a empêché les spectateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de se ruer vers la billetterie? Donc arrêtons. Et surtout, maintenant, j'ai envie de dire, la balle est dans le camp du gouvernement. Il a une responsabilité pour que dans l'année qui vient, il y ait des choix, il y ait des décisions, il y ait des mesures qui soient prises. Parce que quand même, pourquoi ce déchaînement de violence? Moi, je n'excuse rien et j'ai condamné ces violences. Mais il faut quand même essayer. Pourquoi ces jeunes, parfois très jeunes, se sont identifiés à Naël? Pourquoi? Il y a peut-être des questions à se poser. Enfin, ça fait des années que de textes sécuritaires en textes sécuritaires, il y a un certain nombre de phénomènes de violence qui se multiplient. Vous croyez que c'est la seule... Non. C'est la seule raison Bourdin, de la violence connue après? Non, mais Monsieur Bourdin, quand même... les contrôles d'identité à répétition, le tutoiement, la formation des policiers, la doctrine d'emploi des forces de police, de forces de l'ordre dans nos pays, qui commence à poser débat au moment de la crise des Gilets jaunes, dans les grandes manifestations contre la réforme des retraites, et maintenant à la suite de ce drame horrible. Il faut quand même se poser quelques questions. Pourquoi la formation des policiers est de 36 mois en Allemagne quand elle est moins de 12 en France? Pourquoi il n'y a pas le même nombre de tirs mortels en Allemagne qu'en France? Pourquoi il n'y a pas autant de tirs mortels en zone gendarmerie qu'en zone de police? C'est peut-être des questions qu'il faut se poser. Pourquoi j'ai 53 ans, je m'appelle Stéphane, je vis depuis 53 ans en Seine-Saint-Denis, je suis né à Saint-Denis, je vis à La Courneuve, j'ai 2 garçons de 23 et 17 ans. Jamais
ni moi, ni eux n'ont jamais été contrôlés. Jamais nous n'avons eu le moindre contrôle d'identité. Par contre, tous nos potes, qui s'appellent Mahmoud, Nassim, Boubacar, eux, les contrôles d'identité, c'est leur quotidien, y compris quand ils courent après un bus pour arriver à l'heure au boulot ou à l'école. C'est un fantasme, ça ? Non, c'est une réalité. Eh bien, quand on est un responsable politique, quand on est ministre, Premier ministre, président de la République, on se pose ce type de questions quand il y a quelque chose qui a échoué, quand il y a quelque chose qui... Ces questions-là seront pas posées, nous verrons bien, mais et doivent être posées, évidemment. Mais il y en a d'autres aussi. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Vous êtes d'accord ? Oui. Je reviens sur l'autorité, le défi à l'autorité. Ce défi à l'autorité qui est... Vous le vivez. Regardez quand on s'en prend aux maires, quand on attaque les maires. C'est un vrai défi. Là aussi, il va falloir trouver des réponses. Alors, pour les Jeux Olympiques, moi, j'ai une question que je voulais vous poser depuis longtemps, c'est le travail au noir. Où est-ce qu'on en est de la chasse au travail au noir sur les chantiers des Jeux Olympiques ? Bon. D'abord, c'est pas les chantiers des Jeux Olympiques qui occasionnent du travail au noir ou du travail illégal. C'est d'abord le secteur du BTP. Oui, c'est d'abord. Mais attention. Vous avez raison. Vous avez raison. Néanmoins, Monsieur Bourdin. Mais vous avez raison. C'est d'abord les chantiers du BTP. Donc malheureusement dans ce secteur, oui. Il y a une pression sur les emplois, il y a une pression sur les salaires, il y a de la concurrence et donc malheureusement il y a du travail illégal. Et des sous-traitants qui emploient. Y compris parce que ces métiers sont souvent pas suffisamment attractifs. Mais je ne connais pas, je vous le dis, dans le délai, dans l'ampleur des chantiers et dans leur délai d'exécution, des mesures aussi draconiennes qui ont été mises en œuvre par notamment la Solideo, la Société de livraison des équipements olympiques, y compris avec une forte vigilance de quelqu'un qui ne peut pas être soupçonné d'être indulgent vis-à-vis du travail illégal, Bernard Thibault, l'ancien patron de la CGT. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu des faits, je dis bien... Il y en a encore ? Il y en a eu, y compris... Il y a encore des travailleurs sans papier qui travaillent sur les chantiers. Au moment où je vous parle, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu des faits avérés, il y a eu des procédures, il y a eu des sanctions, il y a eu des entreprises dont le marché a été interrompu. Parce que l'inspection du travail fait son boulot, parce que les autorités de contrôle font leur boulot. Et donc, à chaque fois... Et d'ailleurs, il y a eu même des travailleurs sans papier qui ont entamé une procédure contre les entreprises en question. Est-ce que ce matin, sur Sud Radio, vous pouvez me dire, je vous garantis, la sécurité des Jeux Olympiques sera assurée ? D'abord, la sécurité dans notre pays, ça relève de l'État, ça relève du ministère de l'Intérieur. Vous pouvez me dire, venez assister aux épreuves des Jeux Olympiques et vous serez en sécurité. J'essaye de ne pas faire de langue de bois. Donc, justement. Je considère que l'avancée des chantiers, la réalisation des projets, la mobilisation populaire, tout ça est en route et fonctionne plutôt bien. Il reste 2 sujets qu'il faut traiter et sur lesquels il doit y avoir une vigilance absolue. C'est la sécurité, pour avoir à la fois les effectifs, les moyens, la doctrine qui sera mise en œuvre pendant ces événements. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce qui est prévu est suffisant ? Écoutez, il reste 1 an pour travailler, pour que les entreprises de sécurité continuent. Dépêchez-vous alors. Pour que les entreprises de sécurité continuent de recruter, pour que les moyens de police et de gendarmerie soient adaptés. Mais aujourd'hui, ça recrute bien. Je suis pas, comment dirais-je, soupçonné d'être un partisan du ministre de l'Intérieur. Mais le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, travaille étroitement avec le comité d'organisation, avec les préfectures de régions et de départements, avec les collectivités locales pour activer y compris les polices municipales quand il y en a, à Saint-Denis, à Saint-Ouen, à l'île Saint-Denis, à Paris désormais, à Duny, au Bourget, à la Courneuve, et donc il y a un travail étroit en commun qui est mené. La sécurité, je disais, premier des sujets. La question des transports. La situation actuelle en matière de transport, eh bien, ça nécessite là encore de beaucoup travailler. Et je vous avoue que le jeu de ping-pong permanent entre l'État et la région pour savoir qui va porter le mistigri des difficultés ou de la hausse des tarifs, ça suffit. Il y a des décisions qui doivent être prises et qui doivent
Vous serez prêt rapidement. Oui, je le crois. Oui, je le crois. Enfin, quand même, la France serait pas capable d'organiser un grand événement comme celui-ci. On en a réussi d'autres, quand même, des événements. La Coupe du Monde de football, l'Euro de football, la Coupe du Monde de rugby à la rentrée, des Champions League. Et il y en a une qui a été dans le chaos, mais on en avait accueilli d'autres. Donc, il faut arrêter comment dirais-je, cette sinistrose permanente et cette mise en cause permanente de notre pays. Enfin, quand même, on est un grand pays, on a des services publics, on a des moyens d'organiser un grand événement comme celui-là, et on doit en faire collectivement à la fois un moment de grande mobilisation, de fête populaire, et aussi de fierté nationale. On va faire une démonstration de ce qu'on est capable de faire en matière de construction écologique, avec des bâtiments qui sont aujourd'hui construits pour être adaptés au climat de 2050. Donc arrêtons en permanence de nous battre la coulpe sur nos difficultés supposées. Merci Stéphane Troussel. Merci beaucoup. Il est 12h26. Merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30. André Berkoff.